Idriss. Bonjour Lucie. Donc comme prévu, voilà, on est ici pour faire notre question-réponse sur les protéines. Voilà, on est là pour reprendre un petit peu tous les clichés et divers conseils qui sont donnés sur des blogs par des gens qui ne sont pas professionnels. Donc aujourd'hui, voilà, on avait envie de te rencontrer pour étudier tout ça avec toi. Donc on va commencer par une présentation. Donc qui est notre Christian Way à nous? Alors bonjour, je m'appelle Idriss Ira. Je suis diététicien nutritionniste sportif, donc maintenant depuis pratiquement 2 ans. J'ai créé mon entreprise de nutrition, donc Oui Nutrition, qui met en relation un diététicien appliqué à votre mode de vie et des préparateurs physiques notamment. Le but pour moi a été vraiment d'expérimenter tout ce que j'ai appris et tout ce que je vais encore apprendre par la suite dans le monde du crossfit, dans le monde des sports de force, et pour des personnes notamment sédentaires qui ont commencé le sport en loisir, autant que pour des sportifs de haut niveau. Là, on est vraiment là-dessus. La nutrition, ça touche tout le monde et c'est pour tout le monde, c'est accessible à tout le monde et on doit le rendre accessible à tout le monde. Pour moi, c'est important de vulgariser l'information de manière à ce que tout le monde soit touché et que tout le monde puisse profiter de l'éducation nutritionnelle qui est en train de se perdre malgré je dirais, les tendances qu'il y a en ce moment. Il y a pas mal d'idées reçues sur la supplémentation en général et sur les protéines en particulier. Donc on va commencer par une question toute simple. Qu'est-ce que sont les protéines ? Il faut imaginer déjà que les protéines, il faut imaginer ça comme un collier de perles. Le collier de perles constitue la chaîne de protéines et chaque perle individuellement représente un constituant de la chaîne de protéines. C'est ce qu'on appelle les acides aminés, donc c'est ce qui va composer la chaîne de protéines. Et ce qui est important, c'est de différencier 2 types de protéines. Il y a des protéines qui sont dans le corps humain fonctionnelles, ça veut dire qu'elles vont remplir un rôle de fonction primaire pour maintenir le corps en bonne santé. On va avoir des protéines qui vont rentrer dans la composition du système immunitaire, donc pour combattre les inflammations, les petites maladies qu'on va avoir au quotidien. Des protéines qui vont rentrer dans le processus enzymatique. Donc, le mot est un peu barbare, mais c'est ce qui va permettre notamment de procéder à la digestion de certains aliments ou des réactions chimiques qui se passent au sein de notre corps. Et encore, on va retrouver les protéines dans le système hormonal, donc dans le système endocrinien, qui va permettre d'avoir une régulation, notamment durant le sport ou durant la vie de tous les jours, pour avoir un statut hormonal de qualité, je dirais. Et enfin, on va différencier les protéines qui ont une fonction de structure. Donc là, ce qu'on connaît plus communément sous le nom de masse musculaire. Il n'existe pas vraiment de réserve de protéines en tant que telle, mais on peut considérer que le muscle, constitué de protéines, fait office, entre guillemets, de réserve de protéines. Où retrouve-t-on les protéines de manière naturelle ? Alors, on va retrouver les protéines de manière naturelle dans notre alimentation courante. Donc on va différencier les protéines animales des protéines végétales. Donc dans le groupe des protéines animales, on va retrouver une haute teneur en protéines dans les produits carnés, donc dans la viande, les œufs, le poisson, à une teneur qui peut varier de 18 à 24 grammes de protéines pour 100 grammes de produits. On va retrouver aussi une bonne teneur en protéines animales dans les produits laitiers, forcément, donc le lait, les yaourts, le fromage, qui constituent une bonne base d'apport protéique. Et on va aussi différencier les protéines végétales, dont on va retrouver une bonne teneur notamment dans les céréales, à hauteur d'environ 10%, donc 10 grammes de protéines pour 100 grammes. Donc le quinoa, le blé, le type de céréales comme le maïs. Et on va aussi différencier les légumes secs, donc là les légumineuses, les lentilles, les pois chiches, le chanvre aussi, le soja qui fait partie de la catégorie des pois, où là on aura une bonne teneur en protéines aussi, mais avec ce qu'on appelle une valeur biologique différente, donc une assimilation qui sera moindre pour les protéines végétales que pour les protéines animales. Donc, doit-on forcément se supplémenter en protéines quand on fait du sport ? Alors non, on n'est pas forcément obligé de se supplémenter en protéines quand on fait du sport. La raison est simple, c'est qu'on peut trouver toutes les protéines dont on a besoin dans l'alimentation courante. Forcément, plus on va avoir besoin de protéines en fonction de son rythme de sport, plus on fait du sport qui entraîne un catabolisme, donc qui entraîne des lésions musculaires, plus on va avoir besoin de protéines. Et l'intérêt, je dirais, d'avoir des protéines en supplémentation, donc en poudre, c'est l'aspect surtout pratique. Ça veut dire qu'on va pouvoir embarquer son shaker partout, sa poudre, la mettre dans son sac et partir avec, ce qui n'est pas forcément le cas avec un steak ou du poulet, qui est beaucoup plus contraignant au transport. On n'a pas forcément les capacités techniques de se faire à manger après sa séance de sport, pas forcément l'envie de manger un steak après sa séance de sport, et pas forcément le temps pour les personnes qui font du sport entre midi et 2 et qui veulent vite aller au boulot derrière. Le shaker de protéines est une alternative aux protéines d'origine naturelle, enfin quand je dis naturelle c'est d'origine alimentaire, et l'avantage en plus c'est que l'assimilation de ces protéines est beaucoup plus rapide, car le mode de fabrication de ces protéines est fait pour que l'assimilation soit rapide, de manière à faire face au catabolisme qu'il y a eu pendant la séance, et du coup faire face aux problèmes qu'on peut avoir derrière, donc aux courbatures, contractures, donc avoir une meilleure récupération du muscle suite au sport qu'on a engendré. Du coup, à quoi sert cet apport extra en protéines et comment va-t-il agir sur notre corps ?
Euh, Tout va dépendre des objectifs de la personne, du sportif en question. Il y a des personnes qui vont supplémenter en protéines tout simplement pour juste faire face aux lésions musculaires qu'ils ont engendrées, donc pour maintenir leur poids ou pour, je dirais, reconsolider le muscle qu'ils ont détruit. Et des personnes vont se supplémenter, notamment les bodybuilders ou les crossfitters, dans le but d'augmenter la masse musculaire. Donc on augmente ce qu'on appelle le profil azoté, donc le bilan azoté positif lié aux protéines, de manière à créer de nouvelles cellules musculaires. Donc en fait, on va tout simplement entailler durant le sport notre steak, et on va ensuite envoyer des protéines pour faire cicatriser ce steak haché, pour créer de la masse en plus, créer des cellules autour, pour engendrer du coup un grossissement du muscle qu'on appelle de l'hypertrophie. La raison peut être multiple, prise de force, prise de masse musculaire, préparation des compétitions, voilà. Il y a vraiment plusieurs objectifs, et cet extra du coup va agir de manière différente, et on n'est pas forcément obligé d'être dans l'extra, mais on peut juste amener le nombre de protéines qu'il faut pour maintenir le bilan protéique normal, donc juste pour faire face aux lésions musculaires qu'on a engendrées. Du coup, quelles sont les différentes manières de se supplémenter ? Il existe tout d'abord une manière de se supplémenter qui est tout simplement naturelle, donc ça veut dire qu'on va profiter des bienfaits qui nous sont donnés par la nature, donc des bienfaits alimentaires naturels. Donc on va différencier encore une fois les protéines animales, donc on peut supplémenter tout simplement en augmentant l'ingestion des produits carnés, donc la viande, le poisson, les œufs, avoir ses tranches de jambon sur soi ou sa viande séchée par exemple après son sport. De manière aussi végane pour les personnes qui ne mangent pas de viande. Donc on va profiter des bienfaits de la haute teneur en protéines de certains céréales, ou encore une association entre les céréales et les légumineuses, qu'on fait souvent pour ce qu'on appelle compléter le profil d'acides aminés des céréales et des légumineuses dont certains acides aminés sont manquants, on parle de facteurs limitants. Donc on va faire une association par exemple entre des céréales et des légumineuses comme le riz et les lentilles, ou le riz et les haricots rouges, de manière à avoir un profil d'acides aminés qui correspond à un profil d'acides aminés d'une viande, pour ne pas avoir donc de facteurs limitants, pour ne pas avoir de perles manquantes sur le collier. Si votre mari vous offrait un collier avec une perle manquante, vous tirez la tête le jour de votre anniversaire. Donc voilà un petit peu comment ça marche. Il existe forcément d'autres sources, donc on l'a dit, des sources industrielles, donc sous forme de poudre. Et là on va avoir pareil deux types de poudres, donc celles qui vont venir de l'industrie agroalimentaire animale. Donc là on va avoir ce qu'on connaît plus communément sous le nom de whey, donc protéines de lactosérum. On va avoir aussi la protéine de bœuf, qui est une alternative aux personnes qui ont des problèmes notamment de lactose, mais qui veulent consommer quand même de la protéine animale. Et enfin, de l'autre côté, les protéines végétales, donc les protéines de riz brun, les protéines de chanvre, les protéines de soja. On va émettre quelques avis, je dirais, sur les deux types de protéines. Les protéines animales ont ce qu'on appelle une valeur biologique plus intéressante, et un coefficient d'utilisation digestive plus intéressant. Ça veut tout simplement dire qu'on va les utiliser. On va avoir une meilleure utilisation de ces protéines, contrairement aux protéines végétales, dont pour certaines vont présenter ce qu'on appelle facteurs antinutritionnels, donc qui vont limiter l'absorption des protéines et même limiter l'absorption de certaines vitamines et minéraux. Pour ça, il y a un article qui est très bien fait, notamment sur le site de Julien Vénesson, très bien fait, très bien expliqué, avec des études qui ont été démontrées, et voilà, je vous invite à aller regarder cet article qui est très, très bien fait tout simplement. Pourquoi la whey est aussi mal perçue et pourquoi les gens associent protéines en poudre, shaker avec gros muscles, stéroïdes et dopage? C'est ce que j'appelle l'amalgame des salles de sport. La protéine est souvent mise dans le sac du culturisme, du bodybuilding, des salles de sport et salles de musculation, l'ambiance un peu kéké qu'on peut retrouver ou qui est avancée. C'est une mauvaise image parce que la protéine est née dans les années 70, du moins a été mise en avant dans les années 70 avec des grands bodybuilders comme Arnold Schwarzenegger ou encore Frank Zane. Et forcément on associe ça à gros muscles, stéroïdes, produits dopants, ou forcément on mettait le corps en avant, ou c'était que d'esthétique. Et on parlait donc de gonflettes, vu qu'on parlait de muscles qui n'étaient pas fonctionnels, c'est ce que ce terme retranscrit. Mais le problème, c'est que cette mauvaise image est mal associée, puisqu'on ne parle pas du tout des sportifs de haut niveau, même amateurs, qui consomment de la protéine en poudre tous les jours, mais qui en consomment juste pour faire face à des lésions musculaires qu'ils ont engendrées via leur activité, mais qui ne font pas de sport pour prendre de la masse musculaire ou pour consolider leur physique, notamment comme les marathoniens, les personnes qui font des sports d'endurance ou encore de l'aviron, qui prennent des shakers pour faire face donc, aux lésions qu'ils ont engendrées, mais de manière pratique, parce qu'ils n'ont pas forcément le temps de manger un steak ou du poulet sur le bateau ou sur la navigation. C'est un véritable problème. Maintenant, je pense qu'il y a aussi une question et une part de peur du public face à ces produits qu'on n'a pas forcément dans d'autres cultures comme forcément outre-Atlantique où ces produits sont nés, ou encore dans les pays nordiques où on a une meilleure connaissance de ces produits. L'avantage en France, c'est que l'aspect sécuritaire permet de bien contrôler quand même les arrivages des produits outre-Atlantique, notamment des États-Unis, où je dirais que c'est une des plus grandes parts d'importation des protéines en poudre.
Et on va avoir plusieurs labels, plusieurs estampilles qui vont permettre de contrôler la qualité de ces produits, comme le label Doping Free, qui va mettre en avant le fait qu'il n'y a pas donc d'anabolisants, d'hormones ou de produits dopants à l'intérieur de ces protéines, et que du coup c'est ça que sont constitués que de protéines en poudre. Et un autre label qu'on appelle HACCP, qui va tout simplement contrôler l'hygiène de fabrication de ces produits, et donc assurer que le produit est de qualité. Et cette image donc véhiculée par le bodybuilding, le fitness, j'espère qu'on va un peu l'étayer et qu'avec l'aspect mode, fitness et bien-être qu'on a en ce moment, on n'aura plus du tout l'image de produits stéroïdiens, gonflettes, et que la protéine va reprendre sa place au sein d'une alimentation courante. Et surtout qu'on peut totalement l'extrader du mode sportif, puisqu'on peut se supplémenter de manière totalement naturelle. Que faut-il regarder quand on va acheter de la protéine en poudre dans un magasin de suppléments? Et y a-t-il des choses à provenance douteuse dedans? Alors, tout d'abord en termes de composition nutritionnelle, ce qu'on va regarder, ce qui est indiqué sur les produits de protéines, sur les sachets de protéines en poudre, pardon, c'est un aminogramme qui tout simplement référence le nombre d'acides aminés et la quantité qu'on va avoir au sein des protéines, vu qu'on l'a dit, les acides aminés sont les constituants de la chaîne de protéines. Mais ces informations ne sont pas forcément ouvertes au grand public. Donc ce qui va être intéressant pour le grand public à regarder, c'est les informations nutritionnelles, je dirais, lambda et basiques. Donc la teneur en protéines pour 100 g de protéines, la teneur pour la dose donc, considérée à ingérer de protéines, et les différents nutriments qu'on va retrouver autour, qui vont être les lipides, donc les graisses, les glucides, donc les sucres, ou encore les vitamines associées, les minéraux. Ce qui va être intéressant de regarder surtout, ça va être la composition aussi de cette protéine. Et c'est là donc qu'on va pouvoir parler de produits ajoutés douteux. Comme on l'a dit juste avant, ces produits sont quand même contrôlés de manière assez stricte en France. Après, forcément, selon les convictions qu'on va avancer et selon ce qu'on pense de ces produits, on va peut-être se diriger vers un produit qui va être totalement industriel, comme des grandes marques qui sont imposées depuis maintenant des dizaines d'années, ou vers des produits qui maintenant le permettent, avec un mode de production beaucoup plus, entre guillemets, je dirais, respectueux de l'environnement, avoir des protéines, entre guillemets, bio, qui vont permettre de ne pas ajouter de produits texturants ou de produits qui vont permettre de faciliter la dilution ou de colorants. Voilà, il existe de tout pour tout le monde. Maintenant, c'est selon ses convictions qu'on va se diriger vers tel ou tel produit. De prime abord, ce qu'il faut regarder, c'est vraiment la teneur en protéines qui doit être environ entre 18 et 22 grammes pour la dose, donc la scoop de 30 grammes, et qui représente entre 70 et 90% de produits en protéines selon le type de whey, donc si on est sur l'isolate ou plutôt de la concentrate. Quelle est la différence entre la whey, l'isolate, la concentrate et le gainer? Il faut tout simplement savoir déjà que on parle, pour ces produits-ci, on part de la protéine de lait, donc du lactosérum. Ce qui va faire la différence entre la concentrate et l'isolate, c'est tout simplement le mode de fabrication. Il faut se dire que la concentrate, ça va être un concentré de protéines de lait, donc on va avoir une teneur en protéines qui va être de 70 à 80% de protéines, mais on ne va pas, entre guillemets, filtrer et épurer toute la protéine. Ça veut dire qu'il va nous rester une part de lactose, donc de sucre un peu plus important, et peut-être même une part de graisse, alors que pour l'isolate, on va pousser le processus de fabrication un petit peu plus loin, donc on va épurer la protéine, et on va monter à des taux de protéines qui vont être de 80 à 90%, en limitant l'aspect sucre et graisse qu'on va retrouver autour. Concernant le gainer, c'est un produit qui est vraiment totalement différent, et on va différencier deux types de gainer. Tout d'abord un gainer, ce qu'on appelle un peu old school, donc qui va être riche en graisse, riche en sucre, et riche en protéines, qui va permettre aux personnes qui ont du mal à prendre du poids, à prendre de la masse, et pas forcément que de la masse musculaire. Les personnes qui sont très complexées par leur poids et qui veulent prendre de la masse musculaire, mais également de la masse graisseuse, et après étayer cette masse graisseuse sur une période de sèche. Et des gainers qui sont, je dirais, de nouvelle génération, avec une grosse base glucidique, notamment de flocons d'avoine, auquel on va ajouter une grosse portion de whey, de manière à rentrer en compte pour des collations et pour des personnes, je dirais, lambda, qui veulent augmenter leur masse générale, mais surtout leur masse musculaire, de manière propre, pour éviter d'avoir à faire un gros phénomène de sèche derrière. Ces produits rentrent notamment, je dirais, dans des collations courantes à la place de shakers. Et c'est vraiment pour des personnes qui ont des objectifs différents. Prise de masse, la whey va permettre surtout d'augmenter ses apports en protéines et les augmenter dans différents types, augmenter sa masse musculaire, augmenter ce phénomène de sèche, donc pour étayer la graisse qu'il y a derrière, ou comme on l'a dit, le gainer pour augmenter la masse globale et de la masse musculaire autant que la masse graisseuse. On entend souvent dire que c'est mauvais pour la santé, pour les reins, le foie, etc. Quel est ton avis là-dessus ? Je reprends souvent comme exemple les légumes notamment. Si vous mangez trop de légumes et trop de fibres, vous aurez des problèmes de transit. À chacun ses problèmes, à chacun ses solutions. L'essentiel pour le corps humain, et c'est ce qu'il cherche toujours, c'est être à l'équilibre. Donc ça veut dire être équilibré entre le besoin et les apports.
Ce qui va être important, c'est toujours d'être dans la mesure, apporter au corps ce dont il a besoin en protéines, en glucides, en lipides. Donc c'est toujours pareil, ça va être dangereux à partir du moment où on va dépasser le taux physiologique, donc dépasser le taux demandé par le corps. Forcément, si on augmente son taux de protéines au-dessus du taux demandé, donc au-dessus de ce qu'on appelle le catabolisme, donc on apporte trop de protéines par rapport à la destruction musculaire qu'on peut avoir, et à la destruction qu'on peut avoir liée à la vie de tous les jours, donc au système immunitaire, comme on l'a évoqué, ou encore au système hormonal ou enzymatique. Forcément, on va avoir un phénomène de filtration par le foie et par le rein qui va être engendré, qui va être plus grand. Un travail qui va engendrer sûrement ce qu'on appelle une hépatomégalie, donc on va avoir un grossissement du foie, et des problèmes de rein, donc un problème de filtration rénale, vu que le rein n'est pas destiné à filtrer une grande quantité de protéines, parce qu'on va augmenter la concentration des protéines dans le sang, et là, il y a un véritable problème. Maintenant, si l'alimentation est contrôlée et que la supplémentation est faite de manière à équilibrer les dépenses et les besoins, on est bien, il n'y a pas de souci, il n'y aura pas de problème pour la santé. Je pense, encore une fois, que c'est une question de peur, une question d'image, une question d'idée reçue que la protéine peut avoir, et on aura autant de problèmes en supplémentant de manière égale avec des protéines d'origine naturelle, donc alimentaire, qu'avec des protéines en poudre. On retrouvera exactement les mêmes problèmes. Idriss, on a 2 questions de nos followers Instagram. La première de Tout en basket, donc un compte de nanas qui font de l'athlétisme qu'on aime beaucoup. Tout en basket ? Elles sont tout le temps en basket, apparemment. Elles nous demandent quelles sont les bonnes et les mauvaises protéines. Déjà de manière naturelle, je dirais qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises protéines. Les protéines qu'on va retrouver dans l'alimentation courante sont de bonnes protéines. Maintenant, on va parler de valeur biologique et d'assimilation. Comme on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, les protéines animales ont une meilleure capacité d'absorption, pour simplifier le terme et la physiologie, que les protéines végétales. Maintenant, pour les véganes, il existe des moyens de se complémenter, on appelle ça de la complémentation nutritionnelle, de manière à avoir des chaînes d'acides aminés, donc des chaînes de protéines, qui ressemblent à celles apportées par l'alimentation animale. Maintenant, pour des personnes qui consomment des viandes et qui n'ont pas de problème avec l'alimentation animale, on conseille quand même d'avoir un rapport de protéines animales sur protéines végétales qui est supérieur à 1, donc de manière à augmenter le taux d'anabolisme, donc la récupération musculaire et l'augmentation des tissus musculaires. Maintenant, concernant les différents types de protéines en poudre qu'on va avoir, forcément, il y a des protéines, je peux pas dire qu'on peut parler de mauvaises ou de bonnes protéines, mais on va dire qu'on va parler d'éthique. Il y a des protéines qui sont faites de manière industrielle, qui ont moins d'éthique et qui vont favoriser la production, donc de masse. Et d'autres protéines, forcément, comme Nutrimus par exemple, on va favoriser des protéines de qualité, bio, qui vont respecter l'environnement et respecter aussi le produit de base, où forcément on aura une teneur en acide aminé, en minéraux autour qui va être plus intéressante. Mais voilà, ça dépend toujours de l'éthique qu'on veut avoir et des objectifs qu'on se donne dans la vie, et c'est vraiment une question de personne, je dirais. Nous avons également une question de Cécile Daon, donc adhérente CrossFit Original Addict. Elle nous demande est-ce qu'il y a de mauvaises protéines de chanvre ? Leurs origines, est-ce qu'elles sont forcément bio et leur teneur en protéines ? La force, je dirais, des agroalimentaires et des industriels, c'est de surfer sur les tendances. En ce moment, la tendance aux protéines véganes est très forte, donc forcément, on ne va pas avoir que des protéines bio et de chanvre et que des protéines, je dirais, qui vont respecter l'environnement, respecter la déontologie. Donc non, ça va dépendre des industriels et des marques qu'on va choisir. Après, en termes d'impact, la protéine de chanvre est une des protéines végétales les plus intéressantes, puisqu'on sait que pour les protéines de pois ou les protéines de soja ou encore les protéines de riz brun, on va avoir quand même beaucoup de facteurs antinutritionnels qui vont bloquer un peu l'absorption de certains minéraux, qui vont peut-être même développer certaines maladies auto-immunes ou encore attaquer les villosités intestinales. Il y a un véritable intérêt à consommer des protéines de chanvre. On est aux alentours des 55% de protéines, donc pour 100 grammes de produits. Et on va avoir en plus un profil en oméga 3 qui va être intéressant. Donc on rappelle les bienfaits des oméga 3, cardioprotecteur, synthèse de testostérone naturelle. J'irai bien fait sur les cellules du corps humain pour ne pas rentrer dans le détail. Et on va avoir en plus certains acides gras essentiels, donc pas produits par le corps, qui vont être intégrés dans cette protéine de chanvre, qui va vraiment être intéressante. Les études ont montré que ce serait une des protéines végétales les plus intéressantes à consommer, en comparaison aux protéines de soja, protéines de riz brun qu'on va retrouver dans la même catégorie. Donc merci d'avoir regardé notre première vidéo sur la protéine. Donc on va remercier Idriss. Merci à vous. Voilà, notre diététicien, avec qui on travaille en collaboration sur tous les postes nutritionnels et compléments alimentaires, etc.
Donc d'ailleurs, quelle est notre prochaine vidéo, Idriss? Sur la prochaine vidéo nutritionnelle, on abordera le sujet des autres compléments alimentaires, donc la supplémentation en vitamines, en oméga 3, quels sont leurs intérêts et comment sont-ils liés à la pratique de votre sport. Et donc c'est grâce à du BioFit qu'on aura l'occasion de se revoir. Bonne soirée!